Je m'appelle Adrien. J'ai 32 ans et ma propre famille m'a mis à la rue parce qu'ils pensaient que j'étais un raté inutile. Avant que je vous raconte comment j'ai fini par acheter le terrain même sous leurs pieds, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où une histoire peut voyager. Tout a atteint son paroxysme un dimanche après-midi gris. L'air dans le salon de mes parents était épais et suffocant, comme si un orage était sur le point d'éclater, et j'étais l'œil de cet orage. Mon père, Gérard, se tenait planté au milieu de la pièce. Son visage était d'un cramoisi profond et colérique. La veine que je ne connaissais que trop bien pulsait violemment sur sa tempe. Un minuscule serpent de rage. C'en est fini, Adrien. Tu m'entends? Absolument fini. Sa voix n'était pas seulement forte. Elle grondait d'une fureur vertueuse, faisant trembler les figurines en verre bon marché sur le manteau de la cheminée. Celle que ma mère, Hélène, époussetait chaque jour comme si c'était des artefacts précieux. Ma mère était assise, parfaitement immobile, sur le canapé à fleurs. Ses mains étaient si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Elle ne me regardait pas. Elle regardait un point sur le mur juste au-delà de mon épaule. Son expression, un masque froid et étudié de profonde déception. C'était un regard que j'avais vu 1 millier de fois, une arme qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Et puis il y avait ma sœur Camille. Elle était appuyée contre le cadre de la porte, les bras croisés sur sa poitrine, un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle savourait cela, chaque seconde amère. Camille, l'enfant prodige, l'avocate d'affaires à succès, regardant le problème de la famille se faire enfin exciser. Et moi, j'étais le vilain petit secret de la famille. Le décrocheur universitaire, le projet perpétuel, le raté. Tu as 32 ans, continua mon père, sa voix dégoulinant d'un mépris qui semblait physique, comme de l'acide. 32 et au nom de Dieu, qu'as-tu à montrer? Rien. Juste ça. Ce petit truc sur Internet avec lequel tu joues dans ta chambre comme un adolescent. C'est une honte, une source d'embarras. C'est une entreprise, papa, dis-je, ma voix calme mais ferme. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir craquer. Mon cœur martelait contre mes côtes, mais ma voix ne me trahirait pas. Camille laissa échapper un rire bref et sec, un son comme du verre brisé. Une entreprise. Oh, Adrien, c'est adorable. Est-ce que ton entreprise couvre même ton assurance auto? Ou est-ce que c'est toujours sur le contrat de maman et papa? Ton père et moi t'avons tout donné, intervint enfin ma mère. Sa voix était fine et cassante, empreinte de martyre. Nous avons payé ta première voiture. Nous t'avons laissé vivre sous notre toit, sans loyer, pendant des années après que tu aurais dû être autonome. Nous avons fait notre part. Il est temps pour toi d'affronter le monde réel et de grandir. C'est donc ça, demandai-je, mon regard passant d'un visage froid à l'autre. Après tout ce temps, vous me mettez juste à la porte. Mon père fit un pas menaçant vers moi, son doigt piquant l'air à quelques centimètres de mon visage. Tu as sacrément raison. Nous ne pouvons plus cautionner cette fantaisie. C'est de l'amour vache, Adrien. C'est ce que c'est. Va te trouver un vrai travail. Va vivre dans la rue s'il le faut. Peut-être que ça te remettra enfin les idées en place dans ce crâne épais. Va vivre dans la rue. Les mots flottaient dans l'air, lourds, définitifs et incroyablement cruels. Mon propre père. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas plaidé. Quelque chose en moi, une petite flamme d'espoir vacillante que je ne savais même pas encore brûler, fut finalement éteinte par leurs paroles glaciales. À sa place, quelque chose de froid, de dur et de clair commença à se former. J'ai regardé la rage apocalyptique de mon père, l'indifférence glaçante de ma mère et le ricanement triomphant de ma sœur, et j'ai fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais, jamais attendu. J'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire, juste une petite courbe savante de mes lèvres. J'ai hoché lentement la tête, comme si j'acceptais une proposition commerciale. D'accord, ai-je dit. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, leur silence stupéfait étant une force palpable derrière moi. Je n'ai pas fait de sac. Je n'ai pas pris ma veste. Je n'ai pas pris une seule chose qui m'appartenait. J'ai juste ouvert la porte et je suis sorti dans l'air froid de l'après-midi. Alors que la porte se refermait derrière moi avec un son d'une finalité absolue, j'ai eu une pensée claire et retentissante. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend.
Pour comprendre pourquoi je pouvais sourire alors que mon monde était censé s'effondrer, il faut remonter 14 ans en arrière. J'avais 18 ans, plein de nervosité et d'une sorte d'espoir terrifiant et exaltant. J'étais assis exactement là où mon père venait de se tenir, dans ce même salon suffocant, sur le point de faire exploser une bombe au milieu de leur vie parfaitement soignée. Je venais de leur dire que je ne retournais pas à l'université pour ma 2e année. L'explosion fut instantanée et absolue. Mon père, Gérard, qui feuilletait fièrement le catalogue des cours de l'université, le jeta sur la table basse comme s'il était en feu. « Tu quoi ? Répète ça. Tu jettes une bourse d'études complète ? Pourquoi, Adrien ? Pour quelle raison possible pourrais-tu jeter tout ton avenir à la poubelle ? C'est une idée d'entreprise, papa, essayai-je d'expliquer, ma voix se brisant d'anxiété adolescente. Mon ami Lucas et moi, nous travaillons sur ce truc. Nous avons ce plan pour une plateforme logicielle en ligne. Nous pensons vraiment que ça pourrait être énorme. Une plateforme logicielle, ricana-t-il, agitant la main avec dédain comme pour chasser une mouche. Le monde est plein de plateformes logicielles écrites par des gens avec des doctorats de Stanford. Tu as besoin d'un diplôme. Ce n'est pas juste un bout de papier. C'est la fondation de ta vie. Tu as besoin d'un emploi stable avec un bon salaire, un plan de retraite, un avenir. Ce dont tu parles, c'est un ticket de loterie, une chimère. Ma mère, Hélène, commença immédiatement à pleurer. C'étaient des larmes silencieuses et stratégiques, le genre qu'elle pouvait invoquer à volonté pour manipuler n'importe quelle situation. Que vais-je dire au voisin, Gérard ? Que vais-je dire à ma sœur Carole ? Sa fille, elle parlait bien sûr de ma cousine, et sur la liste du doyen et postule pour des stages à Wall Street. Et notre fils, devient un décrocheur. Camille, qui était à la maison pour le week-end depuis sa propre université prestigieuse, observait toute la scène depuis l'embrasure de la cuisine, sirotant un soda avec un air d'amusement détaché. « Laisse-le faire, maman, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. C'est sa vie à ruiner. Il reviendra en rampant dans 6 mois quand il sera fauché et suppliera pour de l'argent pour se réinscrire. Ne t'inquiète pas, Adrien, ajouta-t-elle en me jetant un regard apitoyé. Je suis sûr que le Starbucks du coin embauche. Il n'est jamais trop tard pour trouver un vrai travail. Leurs mots étaient comme un barrage de pierre, mais mon rêve était un bouclier. Je croyais en ce que Lucas et moi faisions de chaque fibre de mon être. Nous avions transformé le garage poussiéreux des parents de Lucas en notre quartier général. Un désordre chaotique d'ordinateurs d'occasion, de câbles emmêlés et d'un tableau blanc géant couvert d'algorithmes et de gribouillis frénétiques. Nous vivions de pizzas bon marché et de nouilles instantanées. Nous travaillions 18 heures par jour, alimentés par rien d'autre que du café éventé et la conviction pure et non diluée que nous tenions quelque chose de grand. Je me souviens d'une nuit, vers 3 heures du matin, après des jours à buter sur un mur, nous avons finalement craqué un morceau de code qui était la clé de voûte de tout notre système. Nous n'avons pas crié ni applaudi. Nous nous sommes juste regardés, épuisés et souriant comme des idiots. Lucas, mon brillant et chaotique meilleur ami, attrapa une serviette en papier froissé d'une boîte de pizza et un stylo. C'est ça, murmura-t-il, sa main volant sur le papier fragile, esquissant un organigramme rudimentaire. C'est le cœur de tout, le moteur. Si nous pouvons développer ça, nous pouvons changer complètement la donne sur la façon dont les petites entreprises gèrent leurs données. J'ai regardé cette serviette graisseuse, l'encre bleue frénétique, et j'ai vu notre avenir. C'était plus réel et plus tangible pour moi que n'importe quel manuel universitaire ou amphithéâtre. C'était là que j'appartenais. C'était ce que j'étais censé faire. J'ai essayé d'expliquer cette passion, cette certitude à ma famille. Je l'ai vraiment fait. J'ai essayé de leur montrer notre plan d'affaires, l'étude de marché, la lacune que nous avions identifiée. Ils n'étaient pas intéressés. Leurs yeux devenaient vitreux. Pour eux, si ça ne venait pas avec un diplôme et un titre de poste chic d'une entreprise reconnaissable, ce n'était pas réel. Mon père était un vendeur d'assurance qui valorisait la sécurité par-dessus tout. Ma mère valorisait les apparences. Mon projet de garage n'offrait aucune de ces choses. C'était une source de profonde honte personnelle pour eux, un échec en devenir, et ils ne m'ont jamais, un seul jour, laissé l'oublier. Les premières années furent une lutte brutale. Il y a eu des moments où il ne me restait plus que $20, où je restais éveillé à 3 heures du matin, les voix moqueuses de ma famille résonnant dans ma tête,
me demandant s'ils avaient eu raison depuis le début. Lucas et moi avons accepté des boulots de codage en freelance éreintant, construisant des sites web terribles pour des dentistes et des plombiers juste pour garder les lumières allumées dans notre minuscule bureau sans fenêtre. Mais nous n'avons jamais abandonné notre projet principal. Nous y avons consacré chaque heure libre et chaque dollar libre. Et puis lentement, laborieusement, les choses ont commencé à changer. Notre première grande percée est venue d'un petit cabinet comptable familial qui se noyait sous la paperasse et était prêt à donner sa chance à deux jeunes avec une idée folle. Notre logiciel a tellement rationalisé leur flux de travail qu'ils ont économisé des milliers de dollars en heures facturables dès le premier trimestre. La propriétaire, une femme merveilleuse nommée Madame Dubois, est devenue notre plus grande évangéliste. Elle en a parlé à un autre cabinet, et ce cabinet en a parlé à deux autres. Ce fut un feu lent, puis une flamme stable, puis un incendie rugissant. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu le premier dépôt à 6 chiffres sur le compte bancaire de notre entreprise. J'avais 24 ans. Lucas et moi avons juste fixé l'écran, complètement sans voix. Pendant une minute entière, aucun de nous n'a dit un mot. Nous ne sommes pas sortis sabrer le champagne ou acheter des voitures de luxe. Nous avons remboursé nos prêts commerciaux, embauché nos 2 premiers employés, un programmeur et un représentant du service client, et avons déménagé dans un bureau légèrement plus grand qui avait réellement une fenêtre. Chaque dollar est retourné directement dans l'entreprise, alimentant sa croissance. À 27 ans, j'avais discrètement gagné mon premier million. C'était surréaliste. J'ai célébré en achetant un modeste appartement de 2 chambres en ville. Je l'ai payé en espèces. Pas d'hypothèque, pas de prêt. C'était le premier endroit qui était vraiment et complètement à moi. Et ma famille n'en avait absolument aucune idée. Pour eux, j'étais toujours juste Adrien qui fait, ce petit truc d'ordinateur. Je me présentais pour Thanksgiving ou Noël et la conversation était le même scénario fatigué et prévisible chaque année. Camille vient d'être nommée associée dans son cabinet d'avocat, annonçait fièrement ma mère à quiconque voulait l'entendre, sa voix gonflant. Elle est la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. Nous sommes si incroyablement fiers d'elle. C'est super, Camille, disais-je en forçant un sourire. Félicitations. Elle me gratifiait de son sourire serré et condescendant. Merci, Adrien. Comment va ton petit truc sur Internet? Tu travailles toujours dans ce petit bureau près du parc industriel? Je hochais simplement la tête. Ouais, ça va. Ça va, était l'euphémisme du siècle. À ce moment-là, nous avions 50 employés, des clients dans une douzaine de pays, et nous étions une entreprise de plusieurs millions de dollars. Quelques années plus tard, j'ai vendu une participation minoritaire dans l'entreprise à une société de capital investissement pour une somme d'argent qui leur aurait fait exploser la tête. C'est à ce moment-là que j'ai acheté le Penthouse, un endroit magnifique au 40e étage avec des fenêtres allant du sol au plafond et une vue panoramique sur toute la ville. C'était mon sanctuaire, ma preuve privée que je ne m'étais pas trompé toutes ces années auparavant. Mais je ne leur ai jamais dit. Une partie de moi, têtue, stupide et pleine d'espoir, voulait toujours qu'ils soient fiers de moi, de ma détermination et de ma vision, pas de mon compte en banque. Je pensais que si je gardais la tête basse et que je travaillais, peut-être qu'un jour ils verraient mon dévouement et le respecteraient pour ce qu'il était, indépendamment du résultat financier. Alors, quand je leur rendais visite, je conduisais ma vieille berline fiable, pas la voiture de sport allemande élégante garée dans mon garage privé. Je portais un jean et une simple chemise. Je les laissais croire que j'étais toujours le rêveur en difficulté qui arrivait à peine à joindre les deux bouts. Je me souviens très bien d'un réveillon de Noël. J'avais 30 ans. J'avais apporté une bouteille de scotch single malt qui coûtait plus de 500 $. Un millésime spécial que je savais que mon père aimait secrètement. Il jeta un coup d'œil à l'étiquette, ses sourcils se haussant de surprise, puis se fronçant rapidement de désapprobation. Un peu chic pour toi, n'est-ce pas, fiston? Tu devrais économiser ton argent pour un acompte sur une maison, pas le gaspiller dans ces bêtises. Plus tard dans la soirée, je passais devant le bureau et j'ai entendu ma mère parler à ma tante au téléphone. Oui, Adrien est là. Non, non, toujours pareil. Je m'inquiète à mourir pour son avenir. Camille a sa vie toute tracée. Mais Adrien, je pense qu'il aura besoin de beaucoup d'aide de l'héritage familial un jour, quand nous ne serons plus là. Il n'y a pas de plan de pension pour un petit truc sur Internet. Je suis resté dans le couloir, le son de la musique de Noël joyeuse en arrière-plan, et je me suis senti complètement et totalement invisible.
Ils ne me voyaient pas du tout. Ils ne voyaient que le raté qu'ils avaient décidé que je serais toutes ces années auparavant dans ce salon. Et rien, semblait-il, ne changerait jamais leur opinion. Le fossé entre ma réalité et leur perception de celle-ci s'élargissait et devenait de plus en plus absurde chaque année. C'est devenu une double vie étrange et épuisante. En ville, j'étais le PDG d'une entreprise technologique florissante. Je dirigeais une grande équipe, négociais des contrats de plusieurs millions de dollars avec des sociétés internationales et vivais dans une maison plus belle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais le week-end, je me rendais en banlieue pour voir ma famille. Et dès que je franchissais leur porte d'entrée, je me glissais instantanément dans le rôle qu'ils m'avaient assigné, le fils décevant, le frère à problème qui avait besoin d'être sauvé de lui-même. C'était comme enfiler un vieux manteau mal ajusté, de taille trop petit et qui sentait l'échec. Le premier signe réel que leur récit passait d'une déception passive à quelque chose de plus activement malveillant est venu de mon cousin Léo. Léo avait quelques années de moins que moi, un bon garçon au fond, mais totalement terrifié à l'idée de faire des vagues dans notre famille. Il était facilement intimidé par les personnalités plus fortes, à savoir ma mère et sa sœur bavarde, ma tante Carole. Il m'a appelé un mardi soir et j'ai su dès son premier « Allô » que quelque chose n'allait pas. Sa voix était basse et hésitante, comme s'il avait peur d'être entendu. « Et Adrien, t'as une minute ?»« Bien sûr, Léo. »« Qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien ? » ?»« Ouais. Ouais, tout va bien. C'est juste. Écoute, je ne veux pas créer de problème, mec. » Tu n'en crées pas, l'ai-je rassuré, mon estomac commençant à se nouer. Dis-moi juste ce qui se passe. Il a pris une profonde inspiration. Tante Carole était là pour dîner hier soir. Eh bien, elle et ta mère ont beaucoup parlé de toi. J'ai senti une tension familière dans mon ventre. Ce n'était jamais bon. Qu'est-ce qu'elle disait? Juste, tu sais, les trucs habituels au début. Qu'elle s'inquiète pour toi, que ton projet ne va nulle part et que tu ne rajeunis pas. Mais ensuite, ça a empiré. Tante Carole a commencé à dire qu'elle avait entendu d'une source fiable que tu avais de sérieux problèmes d'argent, que tu pourrais même être lourdement endetté par des cartes de crédit. J'étais sans voix. J'étais assis sur un canapé en cuir italien sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de tante Carole, regardant une vue à plusieurs millions de dollars, et elle bavardait sur le fait que j'étais endetté. Le décalage était stupéfiant. Ce n'est pas vrai, Léo, ai-je dit, luttant pour garder ma voix égale. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je sais, mec. Je sais. Mais elle parle. Et tante Carole, elle a cette façon de paraître si sincère et concernée, tu sais, comme si elle avait le cœur brisé pour toi. Elle disait des choses comme « Pauvre Adrien. Il a tellement essayé et ça n'a pas marché. Hélène, toi et Gérard, vous devez vous préparer à le soutenir dans ses vieux jours. » C'était donc ça. Le récit évoluait. Elle n'était plus seulement passivement déçue. Elle construisait activement une histoire détaillée et élaborée de mon échec. Une histoire qui les présentait comme les parents attentionnés et longanimes d'un fils à problème. C'était un mensonge qu'elle racontait non seulement au reste de la famille, mais aussi à elle-même. Cela protégeait leur vision fragile du monde. Cela prouvait, dans leur esprit, qu'elles avaient eu raison de désapprouver mes choix dès le début. J'ai remercié Léo pour son courage de me l'avoir dit, mon esprit tournant à plein régime. Tout commençait à avoir un sens maintenant. Les regards apitoyés lors des réunions de famille. Les conseils constants et non sollicités sur la recherche d'un vrai travail. Les offres pas si subtiles pour m'aider avec mes factures. Elles n'essayaient pas de m'aider. Elles essayaient de confirmer leur propre biais. Elles avaient besoin que j'échoue. Quelques jours plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS. Ces textes étaient toujours un étrange mélange d'affection feinte et d'agressivité passive. Adrien, chéri, ton père et moi devons avoir une conversation sérieuse avec toi ce week-end. C'est important. Nous sommes très, très inquiets pour toi. J'ai lu le message et une terreur froide m'a envahi. Ce n'était pas juste une discussion informelle. C'était une convocation. L'avertissement de Léo résonnait dans mes oreilles. J'avais l'impression d'être un agneau invité à l'abattoir. Mais une petite partie stupide de moi, celle qui désirait encore ridiculement leur approbation, sentait que je devais y aller. Je devais les affronter. Peut-être,
juste peut-être, que si je les asseyais et leur disais la vérité, toute la vérité, je pourrais enfin leur faire comprendre. J'avais tellement tort. Je suis entré dans ce salon dimanche avec un nœud dans l'estomac de la taille d'un poing. J'avais passé tout le trajet de 40 minutes à répéter un discours dans ma tête. J'allais être calme, rationnel et professionnel. J'allais exposer les faits sur mon entreprise comme si je faisais une présentation à un investisseur. J'avais même apporté un dossier avec des impressions de nos graphiques de croissance, de nos chiffres d'affaires et une liste de nos principaux clients. J'allais leur prouver, avec des données irréfutables, que je n'étais pas un raté. Mais je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir le dossier. Dès que je suis entré, j'ai su que c'était une embuscade. Ils étaient tous là, disposés dans la pièce comme un tribunal, attendant un condamné. Mon père dans son fauteuil, le siège du jugement. Ma mère sur le canapé, serrant un coussin comme un bouclier, et Camille appuyée contre le mur, les bras croisés, l'exécutrice suffisante. L'air était épais d'accusations tacites. « Adrien, assieds-toi » commanda mon père, montrant la chaise raide et inconfortable qui était à l'écart du reste des meubles. Celle que personne n'utilisait jamais, la chaise de l'accusé. Je suis resté debout, les mains dans les poches. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ta vie, Adrien, dit ma mère, sa voix tremblant d'une émotion soigneusement fabriquée que je ne connaissais que trop bien. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et te regarder tout gâché. C'est notre devoir en tant que parents d'intervenir. Camille s'est détachée du mur, faisant un pas en avant. Nous faisons ça parce que nous t'aimons, dit-elle, son ton faisant sonner le mot « amour » comme un gros mot. Parfois, l'amour doit être dur. Benoît est d'accord, ajouta-t-elle, citant le nom de son fiancé. Il est associé dans son cabinet, et il dit que des situations comme la tienne nécessitent une main de fer. Mon père s'est éclairci la gorge et a pris une pile de papier glacé sur la table à côté de lui. C'étaient des brochures. L'une pour un collège communautaire local proposant des cours du soir en comptabilité. Une autre pour un cours de licence immobilière. La troisième était une candidature pour un poste de superviseur d'entrepôt dans l'entreprise d'un ami. Nous avons examiné quelques options réalistes pour toi, commença-t-il, son ton paternaliste et condescendant. Il n'est pas trop tard pour obtenir une qualification, une vraie. Tu pourrais obtenir ta licence immobilière en quelques mois ou retourner à l'école, obtenir un diplôme en administration des affaires. J'ai des relations. Mon ami Bob de l'entreprise de logistique recrute. Il a dit qu'il t'interviewerait pour me faire plaisir. Ça ne paierait pas beaucoup au début, bien sûr, mais c'est une carrière respectable, un vrai salaire avec des avantages. J'ai regardé les brochures, puis son visage sérieux et complètement à côté de la plaque. C'était si profondément déconnecté de ma réalité. J'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre surréaliste. Je n'ai pas besoin d'un emploi de débutant, papa. J'ai une carrière. Je suis le PDG d'une entreprise. Arrête ça, lança-t-il, sa voix claquant comme un fouet. Arrête d'appeler ça comme ça. C'est un passe-temps qui a duré bien trop longtemps. Et il est temps de le mettre au lit. Ta mère et moi, nous restons éveillés la nuit à nous inquiéter pour toi, pour ce qui t'arrivera quand nous ne serons plus là. Qui prendra soin de toi ? Ta sœur a sa propre famille à charge. On ne peut pas s'attendre à ce qu'elle te soutienne pour toujours. Me soutenir ? J'ai ri. Un son amer et creux qui m'a surpris moi-même. Tu penses que Camille me soutient ? Les yeux de Camille se sont rétrécis en fente. Quelqu'un doit bien être le responsable dans cette famille. Pendant que tu jouais à des jeux sur ton ordinateur dans un monde fantastique, j'étais dans le monde réel à construire une vraie carrière. Je viens d'avoir une promotion majeure dans mon cabinet. Je suis responsable d'une équipe d'associés. J'ai une hypothèque. J'ai des responsabilités. C'est alors que j'ai posé la question. Celle que je savais inutile, le dernier tir désespéré d'un navire en perdition. Si je vous disais que mon passe-temps a généré plus de profit l'année dernière que tous vos salaires combinés, me croiriez-vous ? Silence. Un silence lourd et suffocant. Puis un reniflement de Camille. Puis mon père a commencé à rire. Un rire profond et moqueur qui secouait tout son corps. Ma mère a juste secoué la tête, un petit sourire triste de pitié sur son visage. « Oh, Adrien » dit-elle doucement comme si elle parlait à un enfant. L'illusion est encore pire que ce que nous pensions. C'était ça.
C'était le moment où le dernier fil d'espoir que j'avais pour eux s'est rompu. Ils n'étaient pas seulement dans l'erreur. Ils étaient volontairement aveugles. Ils préféraient activement l'histoire de mon échec à la réalité de mon succès parce que cela validait leur propre choix de vie. Le rire de mon père s'est calmé et son visage est devenu un masque de dure résolution. Il s'est levé, me dominant. Voici l'ultimatum. Tu t'inscriras à l'un de ces cours d'ici la fin du mois. Tu fermeras ce site web ou quoi que ce soit que tu fasses, et tu commenceras à contribuer à ce foyer avec un vrai salaire. Si tu refuses, tu dois faire tes valises et partir. Nous n'aurons pas un enfant de 32 ans vivant dans un monde fantastique sous notre toit plus longtemps. C'est là qu'il l'a dit. La phrase qui résonnerait dans ma tête pendant des semaines. La rupture finale est brutale. Va vivre dans la rue s'il le faut. Peut-être que ça te réveillera enfin. Et à ce moment de clarté absolue et douloureuse, j'ai su ce que je devais faire. J'ai regardé leur visage déterminé et inflexible, et je leur ai donné la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Mon acceptation calme et tranquille, et mon sourire. Quitter cette maison, c'était comme sortir d'une cocotte minute pour prendre l'air. L'après-midi était froid et gris, mais je pouvais enfin respirer. Je suis monté dans ma vieille berline sans prétention, celle que je gardais juste pour ces visites en banlieue, et j'ai conduit. Je ne suis pas retourné en ville. Pas tout de suite. J'ai simplement conduit sans but à travers les rues calmes et bordées d'arbres, celles où j'avais grandi, me sentant comme un fantôme hantant mon propre passé. 1 heure plus tard, j'étais dans mon Penthouse. Le soleil commençait sa descente, et la ville en contrebas se transformait en un tapis scintillant d'1 million de lumières. Le contraste était stupéfiant, presque violent. Dans cette maison, j'étais un fardeau sans valeur, un enfant délirant. Ici, entouré du témoignage silencieux de mon travail acharné, j'étais moi-même. La douleur était toujours là, une blessure vive et douloureuse dans ma poitrine. Mais pour la toute première fois, il y avait aussi un sentiment de liberté profonde et libératrice. J'étais enfin, irrévocablement, libéré du poids écrasant de leurs attentes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lucas. Ils l'ont fait, ai-je dit, ma voix plate, dépourvue d'émotion. Ils m'ont vraiment mis à la porte. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de Lucas, ferme et claire. Bien. Il était temps. Tu es libre, mec. Bienvenue au premier jour du reste de ta vie. Il avait raison. La première semaine fut marquée par un silence troublant. Je me suis plongé dans mon travail, faisant des journées de 16 heures, trouvant un étrange réconfort dans la logique et l'ordre clair du code et des feuilles de calcul. C'était un monde qui avait du sens, où l'effort produisait des résultats. Je n'ai pas entendu un seul mot de ma famille. Pas de SMS de suivi en colère, pas de messages vocaux pleins de remords, juste un silence absolu et assourdissant. C'était comme si j'avais cessé d'exister dès que j'avais fermé leur porte d'entrée. Je pensais que c'était la pire partie, la rupture complète et totale, l'effacement désinvolte de mon existence. Mais je me trompais. Ce n'était que le début de leur guerre. La véritable attaque était encore à venir. Les rumeurs ont commencé à filtrer au cours de la 2e semaine. Léo m'a rappelé, sa voix encore plus tendue et mal à l'aise que la dernière fois. « Adrien, tu ne vas pas aimer ça », a-t-il commencé, ses mots sortant en un flot précipité. « Dis-le-moi, Léo. Je peux l'encaisser. » Il a hésité. « C'est ta mère. » Elle était à sa réunion hebdomadaire du groupe de l'église et elle pleurait. Elle a dit à tout le monde que ton entreprise avait finalement échoué, que tu avais tout perdu et que tu avais eu une énorme et terrible dispute avec ton père et que maintenant tu es. Maintenant tu es sans abri. Elle leur a dit que tu vis dans ta voiture. Je me suis enfoncé dans ma chaise, le téléphone semblant lourd comme une brique dans ma main. Vivre dans ma voiture. Elle ne laissait pas seulement les gens croire que j'avais des difficultés. Elle peignait méticuleusement un portrait public de ma misère absolue. Elle me transformait en tragédie pour susciter la sympathie pour elle-même, pour se présenter dans le rôle de la mère au cœur brisé et longanime. Ça a empiré. Quelques jours plus tard, Lucas m'a transféré une capture d'écran des réseaux sociaux. C'était d'une vieille connaissance du lycée, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 décennie. Le message disait « Je viens de croiser Camille Reed au centre commercial. Elle m'a raconté l'histoire la plus triste sur son frère Adrien. Apparemment, il traverse une période vraiment difficile.
a fait de mauvais choix. Elle a dit que la famille fait de son mieux pour l'aider, mais il est tout simplement trop fier et en colère pour l'accepter. Elle a dit qu'il devait le laisser apprendre sa leçon à la dure. C'est si dur de voir une famille traverser ça. À la dure. Ils présentaient leur cruauté à couper le souffle comme un acte noble d'amour vache. Ils n'étaient pas les méchants qui avaient jeté leur fils et leur frère dans le froid. Non, ils étaient les héros essayant courageusement de le sauver de lui-même. Ils contrôlaient le récit avec une habileté consommée, s'assurant qu'aux yeux de tous, ils étaient les victimes, et j'étais l'architecte ingrat et autodestructeur de ma propre chute. La colère a commencé à consumer les derniers vestiges de la douleur. Ce n'était plus seulement un conflit familial. C'était une campagne publique calculée pour détruire ma réputation et assassiner mon caractère. Je ne comprenais pas entièrement pourquoi ils avaient besoin d'aller aussi loin. Pas encore. Mais je savais avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os que je ne pouvais pas simplement laisser faire. Ils avaient tracé une ligne dans le sable, et j'étais sur le point de la franchir avec une armée dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. La 3e semaine après avoir été mis à la porte, j'ai reçu un email qui a changé toute la donne. Ce fut le catalyseur qui a transformé ma colère froide en un plan d'action calculé. Il ne venait pas d'une personne. C'était une notification automatisée stérile de ma banque. L'objet était simple et anodin, activité inhabituelle sur le compte. J'ai failli le supprimer sans y penser. Je reçois des dizaines de mails automatisés par jour de divers services. Mais pour une raison quelconque, mon doigt a hésité au-dessus de l'icône de la corbeille. Un éclair d'instinct m'a poussé à l'ouvrir à la place. L'email signalait 2 retraits importants et identiques d'un compte d'épargne personnelle. C'était un vieux compte, un que j'avais ouvert à 16 ans comme fonds d'urgence et que j'avais presque oublié. Je n'y touchais que rarement. Le solde était, ou aurait dû être, d'environ 20 000 $. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Un faible bourdonnement d'anxiété dans ma poitrine. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne, mes doigts tâtonnant sur le clavier alors qu'un étrange sentiment de terreur commençait à m'envahir. J'ai navigué jusqu'au vieux compte d'épargne dormant. Mon sang s'est glacé. L'écran semblait se moquer de moi. 2 retraits effectués à 3 jours d'intervalle, la semaine dernière. Le premier de 7500 $. Le second de 7500 $. Un total de 15 000 $ volatilisés. J'ai cliqué sur les détails de la transaction, mon esprit refusant de traiter ce que mes yeux voyaient. Un sentiment d'incrédulité luttait avec une marée montante d'horreur. Les fonds avaient été transférés en interne puis utilisés pour émettre un chèque de banque. Mon nom n'était pas sur le bordereau de retrait. La signature autorisée sur le compte, une relique du passé, était un nom que je connaissais aussi bien que le mien, Helen Reed, ma mère. Elle était toujours co-signataire du compte depuis mon adolescence, un détail que j'avais complètement et stupidement négligé pendant des années. Elle était entrée dans une agence bancaire, avait usé de son autorité sur le compte et avait pris mon argent. Pas emprunté. Pris. Sans un mot, sans un SMS, sans aucune communication. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le souffle coupé. Ma propre mère. La femme qui, quelques jours auparavant, m'avait accusé d'être irresponsable, d'être un fardeau financier. La femme qui racontait à ses amis et à notre famille que j'étais sans abri et sans le sou. Elle m'avait volé. Pourquoi? La question hurlait dans ma tête. Pour quelle raison possible? La réponse est venue quelques heures plus tard, livrée via la cruauté désinvolte des médias sociaux. Et c'était plus insultant, plus profondément dédaigneux que je n'aurais pu l'imaginer. Je parcourais sans but mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux lorsqu'une nouvelle publication de Camille est apparue. C'était une photo d'elle, radieuse, debout à côté d'un SUV de luxe haut de gamme flambant neuf. Le genre de voiture qui coûte une fortune à l'achat et encore plus à l'entretien. Le genre de voiture qu'une associée junior dans un cabinet d'avocats, même avec une promotion récente et une montagne de dettes étudiantes, aurait du mal à se permettre. La légende était un chef-d'œuvre de suffisance inconsciente. Énorme cadeau surprise des meilleurs et plus généreux parents du monde. Ma vieille voiture était en fin de vie et ils ont juste insisté pour m'aider. Je me sens si béni et aimé. Les chiffres se sont mis en place dans ma tête avec le son écœurant et final d'une porte de prison qui claque. La compte pour un véhicule comme celui-là, ce serait quelque part dans les 15 000 $. J'ai regardé la photo, la peinture noire brillante de la voiture,
le sourire triomphant de ma sœur, le hashtag la famille d'abord et j'ai ressenti une rage si pure et si froide qu'elle était presque parfaitement calme. Il ne m'avait pas seulement mis à la porte. Il n'avait pas seulement sali mon nom à qui voulait l'entendre. Il m'avait activement volé pour récompenser l'enfant prodige. Ils avaient pris mon argent durement gagné, l'argent de mon petit truc sur Internet, et l'avaient utilisé pour soutenir leur façade en ruine de la famille parfaite, réussie et généreuse. C'est à ce moment-là que tout a basculé en moi. La douleur avait disparu. La tristesse avait disparu. Il ne restait plus qu'une résolution dure comme le diamant, froide comme la glace. Il ne s'agissait plus de leur prouver qu'ils avaient tort ou de chercher leur approbation. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de conséquences. Mon téléphone était sur le bureau devant moi. Je l'ai pris, ma main parfaitement stable. Je n'ai pas appelé ma mère pour lui hurler dessus. Je n'ai pas appelé ma sœur pour la confronter. J'ai appelé mon avocate. Maître Mercier, ai-je dit lorsque son assistante m'a passé la communication. C'est Adrien Reed. Nous devons parler. Et j'ai besoin que vous commenciez à creuser. Je veux tout savoir sur les finances de ma famille. Tout. Engager Maître Mercier, c'était comme amener une arme tactique dans une bagarre de ruelle. Elle était vive, méticuleuse et complètement dénuée de sentimentalisme. Je l'ai rencontré le lendemain dans son élégant bureau du centre-ville, un endroit qui respirait la compétence tranquille et l'efficacité coûteuse. J'ai exposé toute l'histoire sordide, l'intervention, les rumeurs méticuleusement conçues de mon absence de domicile, et le retrait de 15 000 $ pour lequel j'avais imprimé les relevés bancaires. Elle a écouté attentivement, le visage impassible, son stylo grattant sur un bloc-notes jaune. Son silence était plus intimidant que n'importe quel cri aurait pu l'être. Quand j'ai eu fini, elle a levé les yeux, son expression purement professionnelle. Le virement bancaire est un cas flagrant de détournement de fonds, dit-elle, sa voix nette et précise. Compte tenu de la relation familiale, nous pourrions le qualifier d'abus financier. Nous pouvons engager des poursuites judiciaires pour cela immédiatement, ce qui créerait un levier important. Mais vous avez dit que vous vouliez le tableau financier complet. Cela demandera un peu plus de finesse. Je vais avoir besoin que vous signiez quelques papiers. M'autorisez à faire des enquêtes en votre nom. Nous serons discrets mais approfondis. Tout ce qu'il faudra, dis-je, la voix dure. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe vraiment derrière le rideau. La semaine suivante, j'ai essayé de me concentrer sur le travail pendant que Maître Mercier et son équipe de comptables judiciaires faisaient leur travail. C'était une sensation étrange et désincarnée de savoir que cette guerre cachée était menée en mon nom. Chaque email d'elle avec pour objet, mise à jour sur l'enquête famille Reed, ressemblait à une petite explosion contrôlée dans ma boîte de réception. Les premières découvertes concernaient Camille. Ma sœur, l'étoile brillante de la famille, le pilier de la responsabilité, se noyait sous les dettes. C'était pire que ce que j'aurais pu imaginer. Maître Mercier m'a montré les rapports. Elle avait maximisé les cartes de crédit de tous les grands magasins haut de gamme imaginables. Elle avait un énorme prêt étudiant à 6 chiffres de sa prestigieuse faculté de droit qu'elle ne remboursait qu'au minimum, ce qui signifiait que le principal diminuait à peine. Son prêt automobile précédent était déjà sous l'eau. Le nouveau SUV n'était pas un luxe. C'était une tentative désespérée et insensée de maintenir une image qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. Son salaire impressionnant était systématiquement dévoré par des remboursements de dettes à taux d'intérêt élevés. Elle vivait un mensonge. Puis est venue la vraie bombe, celle concernant mon père. Maître Mercier m'a appelé. « Adrien, vous devez voir ça. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi » 1 heure plus tard, j'étais assis en face de son bureau brillant, regardant un dossier épais de relevés financiers, d'accords de prêts bancaires et de titres de propriété. « L'entreprise d'assurance de votre père est à peine à l'équilibre », commença-t-elle en montrant un compte de résultats qui saignait à l'encre rouge. « Il perd des clients. Mais ce n'est pas son plus gros problème. Son plus gros problème, c'est ça. » Elle fit glisser un épais document sur le bureau. C'était un prospectus pour un projet de développement immobilier commercial. Un petit centre commercial en périphérie de la ville. Mon père, avec un partenaire commercial nommé Daniel Valois, avait contracté un énorme prêt de plusieurs millions de dollars pour le financer. Il a misé la ferme là-dessus, Adrien, dit Maître Mercier, le ton sérieux. Il a mis en gage presque tout ce qu'il avait.
La maison familiale a une deuxième hypothèque liée à ce projet. Et le projet est un désastre total. Ils ont des mois de retard, sont largement au-dessus du budget, et 2 de leurs locataires principaux viennent de se retirer de leur contrat de location. Elle montra un autre document, une lettre de la banque. Selon mes sources, le prêt est sur le point d'être en défaut. La banque se prépare à exiger le remboursement du prêt, ce qui signifie qu'ils vont saisir et vendre les actifs au plus offrant pour récupérer leurs pertes. J'ai regardé les documents, une clarté froide et écœurante m'envahissant. Mon père, l'homme qui m'avait sermonné toute ma vie sur la sécurité, la stabilité et les vrais emplois, avait fait un pari imprudent et à haut risque qui aurait fait rougir un joueur de poker de Vegas. Et il était sur le point de tout perdre. Soudain, tout prit un sens horrible. Le désespoir, les attaques intensifiées contre moi. Me mettre à la porte n'était pas seulement dû à leur déception chronique. C'était dû à leur propre terreur paniquée. S'ils pouvaient me forcer à prendre un vrai travail, ils pourraient peut-être me culpabiliser pour que je co-signe un prêt, ou au moins maintenir l'illusion qu'ils étaient les patriarches prospères et stables de la famille. Mon indépendance, mon succès tranquille, était une menace pour leurs mensonges. Le vol de mon argent n'était pas seulement pour la voiture de Camille. C'était une prise d'argent désespérée d'une famille qui était en pleine hémorragie financière et sur le point de couler. Cette découverte fut le deuxième grand rebondissement. Leur vie parfaite et moralisatrice était une imposture complète et totale. Ils ne me jugeaient pas depuis une position de succès. Ils me jugeaient depuis un navire en perdition. Et ils venaient de me donner une carte de leur point le plus vulnérable. La connaissance, c'est le pouvoir. Pour la première fois depuis le début de cette vilaine affaire, j'avais l'impression d'être en contrôle. Je ne réagissais plus seulement à leurs insultes et à leurs trahisons. J'étais à l'offensive. Je pouvais enfin jouer aux échecs, pas seulement aux dames. L'opportunité parfaite, le coup d'envoi parfait, est arrivé dans ma boîte de réception 2 jours plus tard. C'était un email d'un homme nommé Monsieur Laurent, le redoutable PDG d'une grande société de capital investissement qui avait acheté une participation dans mon entreprise des années auparavant. C'était un homme d'affaires de la vieille école, perspicace, que je respectais profondément, un homme dont l'opinion avait un poids immense dans le monde financier. Son entreprise publiait également un magazine économique trimestriel très influent, une lecture incontournable pour quiconque dans l'industrie. Son email était court, direct et précis. Adrien, nous avons observé la trajectoire de croissance de votre entreprise. C'est remarquable. Nous aimerions vous présenter en couverture de notre prochain numéro. Le thème est les nouveaux titans de la tech. Ce serait un profil approfondi sur votre parcours et le succès de votre entreprise. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé. Intéressé. C'était un cadeau du ciel. C'était une scène très publique, très bruyante et impeccablement crédible. J'ai répondu immédiatement, mes doigts volant sur le clavier, acceptant formellement son offre généreuse. Le même après-midi, j'ai eu une autre réunion avec Maître Mercier. J'ai posé le dossier épais sur le projet immobilier défaillant de mon père sur son bureau. Je veux l'acheter, dis-je, ma voix calme et stable. Elle a haussé un sourcil parfaitement sculpté. Le projet lui-même ou la dette? La dette, ai-je précisé. C'est la clé. Je veux que vous créiez une société écran, une société holding avec un nom fade et quelconque qui n'a absolument aucun lien juridique avec moi. Je veux que cette société approche la banque et fasse une offre pour acheter le prêt en défaut de mon père. Ils seront désespérés de s'en débarrasser avant la fin du trimestre. Proposez-leur 50 centimes pour $1 en espèces. Ils accepteront probablement. Maître Mercier s'est permis un petit sourire fugace. C'était un sourire fin et prédateur qui me fit plaisir qu'elle soit de mon côté. C'est un coup agressif, Adrien. Un coup de requin. Ils ont été agressifs les premiers, ai-je simplement dit. Et il ne s'agit pas seulement de vengeance. Pas entièrement. J'ai regardé les plans du projet, l'emplacement, le zonage. La mauvaise gestion et la sous-capitalisation de mon père étaient le problème, pas le concept. Avec un financement adéquat et une direction compétente, il pourrait être très rentable. C'est une décision commerciale saine. Et si cette saine décision commerciale se trouvait être aussi l'instrument du règlement de compte karmique final de ma famille, eh bien, c'était juste un bonus très satisfaisant. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités secrètes coordonnées. J'ai fait la séance photo pour la couverture du magazine,
assis dans mon bureau, regardant la ville, me sentant pour le monde entier comme l'homme qu'il décrivait sur la page. J'ai donné une longue et approfondie interview à un journaliste financier de premier plan, parlant de mon parcours, des premières difficultés, des percées, de la philosophie derrière mon entreprise. Je n'ai jamais mentionné ma famille dans l'histoire de mon succès. Ils étaient au mieux une note de bas de page. Pendant ce temps, Maître Mercier opérait sa magie juridique silencieuse. La société Écran, Apex Capital SARL, a été créée. L'offre a été faite à la division des actifs en difficulté de la banque. Après une négociation courte mais intense, la banque, désireuse de limiter ses pertes et d'assainir son bilan, a accepté. D'un coup, pour une fraction de sa valeur d'origine, je suis devenu le principal créancier du plus grand rêve et du pire cauchemar de mon père. Je possédais sa dette. Je contrôlais son destin financier. Le piège était tendu. L'appât était posé. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que le magazine arrive dans les kiosques et d'allumer la mèche. Le jour de la sortie du magazine, le barrage de silence de ma famille a finalement cédé et un torrent de communication paniqué a inondé mon téléphone. Cela a commencé avant même que j'aie bu mon café du matin. Un SMS de Léo. Ce n'était pas des mots. C'était juste une photo qu'il avait prise avec son téléphone de la couverture du magazine dans un kiosque. Mon visage, l'air confiant et déterminé, me regardant sous un titre audacieux et immanquable, Adrien Reed, l'homme à 15 millions de dollars que personne n'a vu venir. Sous la photo, Léo avait simplement tapé 3 points d'interrogation. Puis sont venus les appels téléphoniques, un barrage frénétique et désespéré. D'abord, ma mère. J'ai regardé sa photo apparaître sur mon écran et j'ai calmement laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Le message qu'elle a laissé était un chef-d'œuvre de bégaiement et d'incrédulité. Adrien, chérie, c'est maman. Je viens de voir. Ton oncle m'a envoyé une photo de ce magazine. Est-ce une sorte de blague? Une farce? S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons en parler. Ça ne peut pas être réel. Sa voix était un mélange bizarre de choc et, pour la toute première fois depuis mon enfance, d'une pointe de peur brute et non dissimulée. Ensuite, mon père. Il n'a pas pris la peine de laisser un message. Il a juste appelé encore et encore et encore, 10 fois de suite. Chaque fois que son nom clignotait sur l'écran, j'appuyais sur le bouton ignorer. Chaque appel rejeté ressemblait à un petit clic satisfaisant d'une serrure qui se met en place. La réaction de Camille, comme on pouvait s'y attendre, est venue via les réseaux sociaux. Elle n'a rien posté elle-même. Elle était trop intelligente pour ça. Mais des amis ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Elle avait sauté dans la section des commentaires de la publication en ligne officielle du magazine, se disputant avec de parfaits inconnus. C'est une grossière exagération de sa situation, a-t-elle écrit dans une réponse. Mon frère n'a pas ce genre d'argent. Les médias sont si irresponsables et impriment n'importe quoi pour faire des clics. Quelqu'un a immédiatement répondu, lol, on dirait que quelqu'un est jaloux. Elle a supprimé tous ses commentaires peu de temps après, mais le mal était fait. Elle avait l'air mesquine et ridicule. Le monde me voyait maintenant comme un succès majeur. Et cela rendait ma famille, les architectes du récit de mon échec, complètement et totalement folle. Leur histoire soigneusement construite, celle qui les présentait comme les saints longanimes et moi comme le raté prodigue, venait d'être publiquement et spectaculairement démolie par une seule couverture de magazine glacé. Je les ai laissés mariner dans leur confusion et leur panique pendant 3 jours complets. J'ai laissé leurs appels sans réponse, leurs SMS de plus en plus désespérés non lus. Je voulais qu'ils comprennent, de manière viscérale, que la dynamique de notre relation avait fondamentalement et définitivement changé. Je n'étais plus celui qui était à l'extérieur, cherchant leur approbation. C'était maintenant eux qui étaient désespérés d'attirer mon attention, ma validation, mon pardon. Le 4e jour, je suis passé à l'action. J'ai fait livrer par un coursier professionnel une épaisse enveloppe de couleur crème à leur domicile. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'explication ni de demande d'excuses. C'était une simple et élégante carte d'invitation. On pouvait y lire « Gérard, Hélène et Camille Reed, vous êtes cordialement invités à un dîner privé pour célébrer une nouvelle entreprise, organisée par Adrien Reed. Vendredi soir à 20h précise. Restaurant Le Grand Panorama, Salon Skyline. » Le Grand Panorama était le restaurant le plus exclusif et le plus cher de toute la ville.
Un endroit où il n'avait jamais fait que parler d'aller pour un grand anniversaire ou une célébration, mais qu'il n'avait jamais pu se permettre. C'était un coup de force calculé, et ils le savaient. Le salon Skyline était leur salle à manger la plus privée et la plus prestigieuse. Je n'ai pas inclus de numéro de RSVP ni de coordonnées. Je savais avec une certitude absolue qu'ils seraient là. Ils étaient trop désespérés, trop confus et trop avides pour ne pas l'être. Ils viendraient en s'attendant à des excuses, à une explication et, surtout, à une aumône. Ils entreraient dans cette salle privée en pensant qu'ils étaient sur le point d'obtenir enfin une part de la mystérieuse fortune de leur fils. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient pour être servis au dîner. La scène était prête. Les acteurs étaient en route. Le dernier acte brutal de cette tragédie familiale était sur le point de commencer. Le salon Skyline du Grand Panorama se trouvait au dernier étage, avec une seule immense baie vitrée offrant une vue panoramique à couper le souffle sur la ville scintillante. Une vue très similaire, notez-je avec une certaine satisfaction, à celle de ma propre maison. J'arrivai en avance et m'assis en bout de la longue table de dîner formelle, le siège du pouvoir, et j'attendis. Ils arrivèrent exactement à 20 heures, un front uni de gêne, de confusion et de cupidité mal dissimulée. Mon père portait son plus beau costume, celui qui était maintenant un peu trop serré à la taille et sentait légèrement la naphtaline. Ma mère portait un collier de perles et un sourire forcé et cassant qui n'atteignait pas ses yeux terrifiés. Camille regardait la pièce opulente avec de grands yeux affamés, son arrogance habituelle tempérée par une curiosité désespérée qu'elle ne parvenait pas tout à fait à cacher. « Adrien », dit mon père en s'éclaircissant la gorge alors qu'il prenait place, le son anormalement fort dans la pièce silencieuse. Tout cela est une sacrée surprise. Un endroit magnifique. J'en suis plein, répondis-je froidement, faisant signe au serveur aux gants blancs de verser le vin cher que j'avais présélectionné. La conversation qui suivit fut atroce, une masterclass dans l'évitement. Ils essayèrent d'agir comme si le dernier mois, la dernière décennie, n'avait jamais existé. Ma mère complimenta le centre de table florale. Camille posa des questions sur le millésime du vin avec un air de fausse sophistication. Mon père tenta de parler de la bourse comme si lui et moi étions des pères financiers qui discutaient régulièrement de leur portefeuille. Je les laissai faire. Je les laissai trébucher, se pavaner et mentir, sirotant mon eau, disant très peu, laissant leur malaise grandir dans les silences qui s'allongeaient. Finalement, après que les entrées furent débarrassées, mon père posa ses mains à plat sur la table, un geste de quelqu'un qui essaie de prendre le contrôle. « Fils », commença-t-il, les mots sonnant étrangers et maladroits sortant de ses lèvres, à propos de cet article de magazine. « Nous avons peut-être mal jugé ton aventure. Il semble que tu t'en sois plutôt bien sorti. »« Tu crois ?» dis-je, ma voix dangereusement douce, laissant la question en suspens. Ma mère, sentant une opportunité de réécrire l'histoire, intervint. « Nous étions juste inquiets, chérie. Une mère a le droit de s'inquiéter. Tout cela semblait si risqué. Nous n'avons jamais eu l'intention de te blesser. Nous sommes si fiers de toi. Nous l'avons toujours été, au fond. Le mensonge était si flagrant, si éhonté. C'était presque impressionnant dans son audace. Camille, toujours opportuniste, vit son ouverture et plongea tête la première. Ce que papa et maman essaient de dire, c'est que nous sommes une famille. Les familles ont des malentendus, et nous sommes désolés si nous n'avons pas compris. Mais maintenant que tu es dans cette position, peut-être que nous pouvons mettre tout ça derrière nous. J'ai d'ailleurs quelques idées d'affaires moi-même. Quelques startups qui ont juste besoin d'un peu de financement de démarrage. Et avec ton capital et mon expertise juridique. Je levai la main. Un geste simple et silencieux qui la coupa au milieu de sa phrase. Elle s'arrêta, la bouche légèrement ouverte. Surprise. Je ne vous ai pas invité ici pour parler de mon argent, dis-je, ma voix tranchant à travers l'épaisse couche de faux-semblants dans la pièce. Je vous ai invité ici pour parler d'une opportunité commerciale. Ma dernière acquisition. Je laissai cela en suspens un instant, appréciant les regards confus sur leur visage. Comme vous le savez, continuai-je, mes yeux se fixant directement sur ceux de mon père, le marché de l'immobilier commercial peut être un endroit très impitoyable. Il nécessite une gestion prudente, une prévoyance méticuleuse et, surtout, une capitalisation adéquate. Sans ces choses, même un projet à grand potentiel peut échouer de manière spectaculaire. Je vis une lueur de panique brute dans les yeux de mon père. Il savait exactement où cela menait.
Camille et ma mère avaient juste l'air confuses. J'ai récemment pris connaissance d'un projet de développement local, dis-je, ma voix stable et implacable comme un battement de tambour. Un centre commercial, surendetté, avec des mois de retard, perdant de l'argent par tous les ports. La banque était sur le point de saisir. Un vrai désastre en devenir. Mon père pâlit, d'une couleur maladive et grisâtre. Ma mère le regarda, le front plissé de confusion. Cela semblait être un mauvais investissement pour la plupart, continuai-je, ma voix ne s'élevant jamais, ne trahissant aucune émotion. Mais j'ai vu du potentiel. Je croyais que sous une nouvelle direction, avec une injection d'argent appropriée, il pourrait être redressé et rendu très rentable. Alors j'ai agi. J'ai créé une nouvelle société, une société holding, et cette société a acheté la totalité de la dette en souffrance du projet auprès de la banque. L'accord a été finalisé la semaine dernière. Je fis une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit presque insupportable. Puis je me penchai légèrement en avant et portai le coup de grâce final. C'était ta propriété, papa. Ton projet de rêve. C'est à moi maintenant. Mon père me dévisagea, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Aucun son ne sortait. La mâchoire de Camille tomba littéralement. Ma mère regardait de l'un à l'autre, son visage un masque d'ahurissement total. Tu ne peux pas faire ça, balbutia finalement mon père, sa voix un couinement pathétique. C'est le travail de ma vie, mon héritage. C'était une entreprise en faillite que tu allais perdre de toute façon, déclarai-je, ma voix aussi froide et dure que le sol en marbre. Et je l'ai acheté. Ce ne sont que des affaires. Ma mère trouva enfin sa voix, un murmure horrifié et tremblant. Mais pourquoi, Adrien? Comment as-tu pu faire ça à ton propre père? Comment as-tu pu simplement arriver et le lui prendre? Je me penchai en avant, mes yeux se fixant sur les siens, et je lui donnai la vérité qu'elle avait méritée, la vérité pour laquelle elle avait payé avec 15 000 $ de mon argent. Je suis entré dans son entreprise, dis-je, ma voix froide et tranchante comme un éclat de verre, de la même manière exacte que tu es entré dans mon compte en banque et que tu as pris mon argent, sans un mot, sans permission. La couleur quitta son visage comme si on avait tiré une bonde. À cet instant, dans le silence stupéfait et horrifié de cette somptueuse salle à manger, ils ont enfin compris. Ce n'était pas une célébration. Ce n'était pas une réconciliation. C'était une saisie. Et tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pensaient être, était maintenant à moi. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai finalement repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. Si vous pouviez me faire une énorme faveur et aimer cette vidéo et commenter avec le chiffre ainsi dessous, cela me permet de savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me dit aussi que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les suites de ce dîner ne furent pas bruyantes et explosives, mais une décomposition lente et silencieuse. Je les ai laissés assis dans cette pièce silencieuse et chère, la note déjà payée. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant. Les lumières de la ville m'accueillant de nouveau dans ma propre vie. L'humiliation publique est venue en premier, et elle fut brutale. Les nouvelles voyages vides dans le petit monde incestueux des affaires locales et des cercles sociaux. L'histoire était tout simplement trop juteuse, trop karmiquement parfaite pour rester secrète. Gérard Reed, le vendeur d'assurance pompeux qui se prenait toujours pour un magnate de l'immobilier en devenir, avait non seulement échoué de manière spectaculaire, mais il avait perdu tout son projet au profit du fils même qu'il avait publiquement rabaissé et qualifié de raté. Mon père est devenu un fantôme. Selon Léo, qui me donnait encore des nouvelles à contre-cœur, il n'a pas quitté la maison pendant des semaines. Son partenaire commercial, Daniel Valois, a officiellement dissous leur partenariat avec une lettre cinglante qui a apparemment circulé parmi leurs connaissances mutuelles. La réputation de mon père, la seule chose qu'il valorisait plus que sa propre famille, était en lambeaux. Il n'était plus un homme à respecter au country club. Il était une histoire édifiante, une blague. La chute de Camille fut tout aussi rapide et tout aussi publique. Son monde entier était construit sur l'image fragile du succès, une image financée par une dette stupéfiante et des aides parentales. Avec la faillite secrète de la famille désormais un secret de Polichinelle, son fiancé, Benoît,
l'avocat d'affaires suffisant qui m'avait regardé de haut avec un tel dédain, a vu le vent tourner. Il était fiancé à un style de vie, pas à une personne, et ce style de vie venait d'être saisi. Il a annulé le mariage par un email laconique. La raison qu'il a donnée, que Camille a apparemment hurlé à ma mère au téléphone pendant des heures, était qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, construire un avenir avec quelqu'un d'une famille si financièrement et moralement en faillite. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Sans le soutien financier de mon père ni la perspective d'un mari riche pour la renflouer, la montagne de dettes de Camille est devenue une avalanche à laquelle elle ne pouvait échapper. La première chose à disparaître fut le SUV de luxe flambant neuf, celui pour lequel mon argent avait servi d'acompte. Je l'ai vu en vente en ligne quelques semaines plus tard sous le titre « Vendeur motivé, doit partir ». Elle a dû le vendre à perte. Puis elle a dû abandonner son appartement branché et hors de prix en ville et retourner dans sa chambre d'enfant chez mes parents. L'enfant prodige était retourné au bercail, non pas en triomphe, mais dans une défaite totale et abjecte. Ils étaient tous piégés ensemble maintenant, dans cette maison remplie de mauvais souvenirs et de figurines en verre bon marché, suffoquant dans les cendres de leur propre arrogance. Après quelques semaines de ce que je suppose être un silence choqué, les appels désespérés ont commencé. Ils sont venus sous la forme de messages vocaux décousus et pathétiques, chacun une saveur différente de manipulation. Le premier venait de ma mère. Sa voix était fine et chevrotante, essayant désespérément de paraître douce et maternelle, mais elle était empreinte d'une panique qu'elle ne pouvait dissimuler. « Adrien, chéri, c'est ta mère. Je sais que tu es en colère. Tu as le droit de l'être. Mais tu ne peux pas faire ça. Ton père, c'est un homme brisé. Il reste assis dans son fauteuil toute la journée. Nous sommes toujours ta famille, Adrien. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts comme ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Pensais-je, mon pouce planant sur le bouton supprimer avant d'appuyer fermement. Le suivant est venu une semaine plus tard, de mon père. Sa voix habituellement tonitruante et autoritaire avait disparu, remplacée par un ton faible et rauque que je reconnaissais à peine. Adrien, écoute, j'avais tort. D'accord, je l'ai dit. Tu avais raison. Je l'admets. Ce projet, c'est tout ce qui me reste. C'est mon héritage. Ne me le prends pas. On peut trouver un arrangement. Je serai ton partenaire. Je peux t'aider. Je connais le métier. L'idée était si absurde qu'elle en était presque comique. Il voulait m'aider à gérer l'entreprise qu'il avait déjà, à lui seul, conduite à la faillite. J'ai supprimé le message sans une seconde pensée. Le dernier était le plus révélateur. C'était encore ma mère, mais la fausse douceur avait disparu, dépouillée pour révéler le droit brut et les qui se cachaient en dessous. Sa voix était sèche, en colère et accusatrice. C'est ce que tu voulais, Adrien ? Nous humilier, détruire ta propre famille. J'espère que tu es heureux. J'espère que tout cet argent que tu vénères te tiendra chaud la nuit. Tu as changé. Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. Elle avait raison sur un point. Je n'étais pas le fils qu'elle avait élevé. Le fils qu'elle avait élevé était un garçon calme et plein d'espoir qui aurait tout fait pour un fragment de son approbation. Il était parti. J'avais été forcé de le tuer pour survivre. J'ai su alors que je ne pouvais pas laisser la porte ouverte, même pas une minuscule fissure. Il continuerait à me harceler, à essayer de me manipuler, à empoisonner ma vie pour toujours. J'ai donc fait rédiger un dernier document officiel par Maître Mercier. C'était un simple accord de règlement. Il stipulait que moi, Adrien Reed, je ne porterais pas plainte au pénal contre Hélène Reed pour le retrait non autorisé de 15 000 $ de mon compte d'épargne. En échange, Gérard, Hélène et Camille Reed, accepteraient une ordonnance restrictive permanente et juridiquement contraignante. Ils ne devaient pas me contacter, ni mon entreprise, ni aucun de mes associés, par quelque moyen que ce soit, à jamais. Elle le leur a envoyé par coursier juridique. Ils l'ont signé et l'ont retourné le lendemain même. Il n'y a pas eu de confrontation finale en larmes. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique de style cinématographique. Notre relation ne s'est pas terminée par une explosion de colère ou un murmure de regret. Elle s'est terminée par le trait froid et impersonnel d'un stylo sur un document juridique. Et avec cela, j'étais enfin, complètement, irrévocablement libre. L'année qui a suivi fut une année de travail intense, ciblé et profondément satisfaisant. C'était un travail joyeux,
le genre qui construit et crée au lieu de drainer et d'épuiser. J'ai consacré mon énergie, ma concentration et mes ressources au projet immobilier en faillite, le rebaptisant immédiatement Plaza Phoenix. Le nom me semblait juste. C'était un symbole de quelque chose de beau et de fort renaissant des cendres de l'échec de mon père et de la toxicité de ma famille. J'ai fait appel à une nouvelle équipe d'architectes et de chefs de projet, des gens brillants et énergiques qui étaient excités par le défi. Nous avons complètement repensé l'agencement, trouvé des locataires de haute qualité que la communauté voulait réellement, et investi massivement dans la modernisation des infrastructures et la création d'un espace vert accueillant. Là où mon père avait coupé les coins ronds pour économiser quelques dollars, j'ai investi dans une qualité qui durerait des décennies. Là où il avait été indécis et paralysé par la peur, j'étais décisif et audacieux. Le projet, qui avait été autrefois un symbole de la chute de ma famille, se transformait lentement mais sûrement en un symbole florissant de ma propre compétence. 6 mois après la reprise, le Plaza Phoenix a eu sa grande ouverture. Ce fut un énorme succès. Il était entièrement loué avec une épicerie biologique populaire comme locataire principal, un café indépendant branché, un studio de yoga, une librairie et plusieurs entreprises locales animées. C'est devenu un centre dynamique et apprécié de la communauté. Il a été rentable dès le premier trimestre, dépassant de loin même mes propres prévisions optimistes. Ma vie personnelle a également commencé à s'épanouir. Libéré du stress constant et du fardeau émotionnel de ma famille, je me suis retrouvé avec l'énergie d'investir dans de vraies relations. J'ai renoué avec de vieux amis d'université qui connaissaient mon entreprise depuis le début et qui m'avaient toujours soutenu, des gens que j'avais négligés dans ma quête obsessionnelle du succès. J'ai recommencé à sortir avec des femmes, rencontrant une femme intelligente, gentille et impressionnée par ma passion, pas par ma valeur nette. J'ai même renoué avec Chloé, une bonne amie du lycée, qui m'avait contacté après avoir vu l'article de magazine. Elle n'a pas demandé de travail ni d'investissement. Elle a juste envoyé un simple SMS qui disait « Je savais que tu l'avais en toi depuis le début. On boit un verre pour fêter ça ?» Nous avons pris un café, puis un dîner, et c'était facile, naturel et amusant. C'était bon d'être vu pour qui j'étais, sans filtre ni récits familiaux. Mon entreprise a continué de croître et d'innover. Nous avons lancé une nouvelle suite logicielle qui est devenue un leader de l'industrie, nous valant des distinctions et un tout nouveau niveau de respect dans le monde de la technologie. À la fin de l'année, lors d'un grand gala de l'industrie à New York, j'ai été honoré du prix de l'entrepreneur de l'année. Debout sur cette scène, regardant une foule de mes pairs, avec ma vraie famille mon partenaire commercial Lucas, mon équipe dévouée, mes amis solidaires m'acclamant au premier rang, j'ai ressenti un sentiment de paix profonde et d'appartenance que je n'avais jamais connu. J'ai aussi créé une petite fondation, un de mes projets passion. C'était un programme de mentorat qui fournissait un financement de démarrage et, plus important encore, des conseils à de jeunes entrepreneurs qui, comme moi, avaient une vision mais ne correspondaient pas au moule traditionnel. Je les rencontrais une fois par mois dans une salle de conférence du Plaza Phoenix. Dans leurs visages brillants, pleins d'espoir et légèrement terrifiés, je voyais un reflet clair de mon jeune moi. L'une d'entre elles, une jeune femme brillante avec une idée révolutionnaire pour une application éducative, m'a demandé lors d'une session de questions-réponses, quel a été le plus grand obstacle que vous avez dû surmonter pour arriver là où vous êtes ? J'ai réfléchi un instant, les visages en colère et déçus de ma famille me revenant en mémoire. Le plus grand obstacle, dis-je, regardant autour de la pièce les rêveurs en herbe, a été d'apprendre à ne plus écouter les gens qui me disaient que mon rêve était impossible. Surtout quand ces gens étaient ceux qui étaient censés croire en moi le plus. Votre croyance en vous-même doit être plus forte que leurs doutes. Environ 1 an et demi après ce dîner fatidique au Grand Panorama, j'ai eu une réunion d'affaires avec Daniel Valois, l'ancien partenaire de mon père. Mon entreprise cherchait à acquérir une petite société de technologie dans laquelle il avait fait un investissement précoce, et il avait demandé une réunion en personne pour finaliser les détails. Nous nous sommes rencontrés au café indépendant du Plaza Phoenix, un endroit qui était maintenant bondé de clients du matin. C'était un homme plus âgé, pragmatique, avec un regard las qui suggérait qu'il avait tout vu. Après avoir réglé rapidement et à l'amiable les détails commerciaux de l'acquisition, il s'est penché en arrière dans sa chaise, remuant son café et regardant la place animée. Vous savez, dit-il, avec une note d'admiration sincère dans la voix. Vous avez fait un sacré boulot avec cet endroit. Un sacré boulot. Je passe parfois par ici juste pour le regarder. Merci, Daniel. J'ai vu le potentiel. Il eut un petit rire sec et sans humour. Le potentiel ?
Votre père ne voyait pas plus loin que le bout de son propre ego. Je veux vous dire quelque chose, Adrien. Quelque chose que vous devriez probablement savoir pour votre propre tranquillité d'esprit. Il se pencha en avant, baissant la voix. En conspirateur, même si personne n'écoutait. La semaine avant que votre entreprise n'intervienne et n'achète le prêt, les autres investisseurs et moi avions déjà pris une décision. Nous allions voter pour que Gérard soit retiré de force du projet. Nous allions déclencher les clauses de notre accord de partenariat pour le faire déclarer comme un passif et le forcer à nous vendre ses parts pour une bouchée de pain. Il était en train de couler tout le projet, refusant d'écouter les ingénieurs, les architectes, n'importe qui. Il était incompétent, un danger clair et présent pour notre investissement. J'ai juste écouté, mon expression illisible, laissant ces mots s'imprégner. Il allait tout perdre de toute façon, d'une manière ou d'une autre, a poursuivi Daniel, me regardant droit dans les yeux avec une intensité surprenante. La seule différence, c'est qu'il aurait entraîné tout le projet et tous les investisseurs dans sa chute dans un brasier de gloire. Vous n'avez pas seulement pris son projet, fiston. Vous l'avez sauvé. Vous avez sauvé mon fonds de retraite et vous avez sauvé les emplois d'une douzaine d'ouvriers du bâtiment et de membres du personnel qui allaient être licenciés. Ce que vous avez fait, cela a pu vous sembler une vengeance, mais de là où j'étais, c'était un sacrément bon coup commercial, bien que impitoyable. Entendre ces mots de sa part, de quelqu'un qui était là, qui a tout vu se dérouler, c'était comme la dernière pièce manquante d'un puzzle compliqué qui se mettait en place. Toute trace microscopique de culpabilité que j'aurais pu porter à propos de ce que j'ai fait à mon père a été instantanément et définitivement effacée. Je n'avais pas détruit son rêve. Il l'avait fait tout seul, par sa propre fierté et son incompétence. J'avais simplement été celui qui avait ramassé les morceaux et construit quelque chose de mieux à partir des décombres. Plus tard cette semaine-là, comme si l'univers voulait fournir un dernier post-scriptum définitif, un seul email est apparu dans ma boîte de réception. Il provenait de l'ancienne adresse email de ma mère, une adresse que je n'avais pas bloquée, mais que j'avais oubliée depuis longtemps. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, le considérant comme un spam, mais ma curiosité a eu le dessus. L'objet était mon nom, Adrien. Le corps de l'email ne contenait que 3 mots secs, « Tu as changé ». J'ai regardé les mots sur l'écran pendant un long moment. Elle le voulait comme une accusation, une dernière condamnation amère d'une femme qui avait perdu tout pouvoir sur moi. Mais je l'ai lu comme une simple déclaration de fait. Un fait glorieux, durement acquis et libérateur. Oui, j'avais changé. J'étais passé d'un garçon affamé de leur approbation à un homme qui s'approuvait lui-même. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti une vague de colère ni un pincement de tristesse. Pour la première fois, en pensant à eux, je n'ai rien ressenti du tout. J'ai simplement déplacé le curseur sur le message et j'ai cliqué sur supprimer. Ce soir, je suis sur le balcon de mon Penthouse. Un endroit qui me semblait autrefois un secret que je devais garder. La ville s'étend devant moi, un vaste univers scintillant de lumière et de vie, vibrant de possibilités infinies. L'air est frais et pur. De cette hauteur, si je regarde dans la bonne direction, je peux juste distinguer les lumières vives et accueillantes du Plaza Phoenix, un petit mais puissant phare dans la métropole tentaculaire. C'est étrange de penser à quel point les choses peuvent changer, et à quel point il faut changer pour que cela se produise. Il n'y a pas si longtemps, j'étais ce gamin dans le garage qui rêvait de construire quelque chose à partir de rien. Puis, pendant tant d'années, j'étais le fils dans le salon à qui on disait que son rêve ne valait rien, une fantaisie d'enfant. J'ai dépensé tellement de mon énergie, tellement de ma vie à courir après un fantôme, le fantôme de l'approbation de ma famille. J'ai bêtement cru que si je pouvais juste leur faire voir qui j'étais, vraiment voir qui j'étais, alors je me sentirais enfin entier, validé et complet. Mais j'ai appris une dure leçon. On ne peut pas forcer les gens à vous voir, surtout quand ils sont déterminés à vous méprendre. On ne peut que choisir de se voir soi-même. Il faut être celui qui valide sa propre valeur, qui défend ses propres rêves, qui est l'avocat inébranlable de sa propre vie. Le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur permission pour réussir a été le moment où je suis vraiment devenu réussi. Le moment où j'ai cessé de les laisser me définir a été le moment où je me suis finalement défini moi-même. L'argent, le Penthouse, l'entreprise, les récompenses, ce ne sont pas le prix. Ce sont simplement les sous-produits, les conséquences du fait que j'ai finalement, courageusement, choisi ma propre voie. Le vrai prix, c'est ce sentiment, ici, maintenant. La confiance tranquille,
la liberté profonde et la paix durable qui viennent du fait de savoir que vous avez construit votre propre monde selon vos propres termes, brique par brique laborieuse. Le dernier email de ma mère disait que j'avais changé. Elle avait raison. Je ne suis plus la personne qui laisserait leur toxicité et leurs doutes empoisonner ma vie. Je suis l'homme qui y a survécu, qui en a appris, et qui a construit quelque chose de mieux à sa place. Mon père m'a dit d'aller vivre dans la rue. Il le voulait comme une malédiction. Il voulait me voir brisé et sans le sou pour prouver que son mode de vie, ses valeurs, étaient les seules correctes. Mais il n'a pas compris quelque chose de fondamental à mon sujet. Il n'a pas vu le feu de la résilience que lui et ma famille avaient involontairement attisé en moi pendant des années avec chaque insulte, chaque rejet, chaque acte de trahison. Je regarde la ville, les immeubles et les routes et le flot infini de lumière, le monde dont je fais maintenant partie intégrante. Et je me dis, avec un dernier sourire tranquille qui n'appartient qu'à moi, ils m'ont dit d'aller vivre dans la rue. Au final, je ne suis pas seulement allé vivre dans la rue. J'ai acheté tout le pâté de maison. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est étrange de partager quelque chose de si personnel, mais je pense que c'est important parce que je sais que je ne suis pas seul dans ce genre de lutte. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre qui vous êtes et qui votre famille voulait que vous soyez? Je serais honoré de lire vos expériences. S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui arrive.